C'est bon. Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors, d'après les derniers chiffres que nous avons, vous êtes assez nombreux, donc on est très heureux de vous accueillir pour cette présentation. Alors, cette présentation sur le thème de l'acquisition d'un bien immobilier à l'île Maurice par un résident de France, durant lequel nous allons aborder les aspects juridiques et fiscaux. Alors, juridique au sens large du terme, puisque on va vous parler du type d'acte qui se passe à Maurice lors de l'acquisition d'un bien immobilier. Nous allons également vous parler des aspects successoraux qui peuvent être impactés par l'acquisition d'un bien immobilier à l'île Maurice. Et enfin, d'un point de vue fiscal, ça va toucher la fiscalité à la fois mauricienne et la fiscalité française. Nous allons également traiter trois modes d'acquisition. Le premier, c'est l'acquisition classique en direct, on devient directement propriétaire du bien. La deuxième, c'est l'acquisition via une société commerciale qu'on appelle une compagnie à Maurice. Et le troisième, par une SCI mauricienne, puisqu'il existe à Maurice des sociétés civiles immobilières, un petit peu sur le même modèle qu'elles existent en France. Alors, une précision avant de vous présenter tous les intervenants. Vous êtes assez nombreux, comme je le disais, donc ça va être pour nous impossible de répondre en live à des questions. En revanche, vous aurez bien évidemment le contact mail de nos participants et particulièrement de celui d'Aubin, et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez par email, de manière à ce que les réponses soient renvoyées très rapidement. Et enfin, sachez que l'enregistrement intégral de cette présentation va vous être envoyé dès demain sur un lien et vous pourrez donc la revoir pour ceux qui l'ont vu et la voir pour ceux qui ne l'auront pas encore vu intégralement. Alors, peut-être préalablement au démarrage, je vais vous présenter nos différents partenaires et surtout les personnes qui vont intervenir lors de cette présentation. On a voulu regrouper des compétences à la fois françaises et mauriciennes et dans tous les domaines. Donc, je commence, une fois n'est pas coutume, par vous présenter la représentante de Barnes International, qui est un très gros réseau d'agences immobilières et qui est très, très présent ici à Maurice et qui est représenté aujourd'hui par sa directrice à Maurice, qui est Uti de Falbert. Merci Uti de ta présence. Merci Rémi, bonjour à tous. Barnes a la particularité ici à Maurice d'être présent dans pas mal d'endroits de l'île et donc de couvrir tout le territoire, que ce soit le nord, l'ouest, l'est, etc. Donc à même de vous conseiller, quelle que soit la région du pays, vous auriez l'intention d'acquérir un bien. Quand on acquiert un bien immobilier, en France en tout cas c'est comme ça, et c'est aussi comme ça à Maurice, on a besoin d'un notaire. Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Grégory Hart de Ketting. Merci Grégory pour ta présence. Alors Grégory, quand on est à Maurice, on ne le présente pas parce que c'est vraiment une des toutes principales études ici à Maurice et qui en plus est très spécialisée dans l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers. Donc, d'excellents conseils pour vous tous. Quand on parle d'immobilier et d'acquisition immobilière, on parle évidemment aussi de financement. Et donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le patron de la banque privée de Banque One, en la personne de Guillaume Pasbec. Merci Guillaume de ta présence également. Banque One est une des principales banques privées ici à Maurice qui gère donc des portefeuilles privés, des patrimoines privés et aussi intervient dans les financements. Ce webinaire n'existerait pas sans Avacor, qui est le multifamily office du groupe auquel appartient Necker Gestion Privée. Nous avons le plaisir d'accueillir Aubin Robert, qui est son directeur général. Merci Aubin de ta présence. Aubin vient du notariat français. Donc, on a en la présence de Grégory Hart de Ketting, un notaire mauricien qui va nous donner toutes les informations nécessaires en ce qui concerne l'environnement juridique mauricien. Et Aubin va intervenir, lui, sur le plan français, civil et également fiscal, puisqu'avant de diriger Avacor,
à Genève, il a travaillé pour des grandes banques suisses où il conseillait la clientèle française qui voulait s'installer notamment en Suisse. Et pour terminer, je suis moi-même le directeur général de Necker Gestion Privée, qui est une société de gestion régulée ici à Maurice, et qui travaille d'ailleurs assez régulièrement avec les différents partenaires que je viens de citer, notamment Banque One. Nous accompagnons également des clients privés pour la gestion de leur portefeuille, de leur patrimoine et pour les conseiller également pour des financements immobiliers. Voilà, les présentations sont faites. On va pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors, la première question, en fait, elle traite des contraintes pour les étrangers, tout simplement parce que ceux qui connaissent Maurice depuis pas mal de temps savent que la première villa qui a été acquise par un étranger dans le cadre de ces différentes possibilités qu'on va évoquer, ça date de 2005, donc c'est pas très vieux finalement. Au préalable, avant 2005, c'était quasiment impossible pour un étranger d'acquérir un bien immobilier à l'île Maurice. Donc, c'est pas mal de voir, de faire un point sur l'ensemble de ces contraintes et de ces obligations. Donc, ma question s'adresse d'abord à Outil. Outil, donc, quelles sont les contraintes pour les étrangers pour l'acquisition d'un bien immobilier à Maurice? Alors, donc oui, justement, aujourd'hui, un non-citoyen peut donc acheter les biens immobiliers à Maurice. Donc, toute acquisition par non-citoyen est toujours soumise à l'autorisation de EDB, qui est Economic Development Board de Maurice. C'est un process qui est assez simple, c'est une KYC standard et un délai de temps qui prend entre 8 et 12 semaines. Et donc, on a aujourd'hui différents régimes, différents programmes. Comme tu dis, Rémi, le marché immobilier à Maurice est assez jeune. Donc, les premiers IRS ont vu jour en 2005. Aujourd'hui, les IRS et les RES sont regroupés sous un seul parapluie qu'on appelle PDS, donc Property Development Scheme. On a aussi aujourd'hui les Smart Cities et puis un programme qui s'appelle les rez-de-chaussée plus 2, donc R plus 2. Donc, dans tous ces trois programmes, les biens sont accessibles aux non-citoyens mauriciens. Les différences sont, donc, dans les deux premiers, donc dans Smart City et PDS, un achat d'un bien de plus de 375 000 $ américains donne accès automatiquement au permis de résidence permanente. Donc, ces deux programmes ont les villas, les duplex et les penthouses. Et le troisième programme est un petit peu différent. Donc, sont les immeubles qui sont donc minimum rez-de-chaussée plus 2 étages, où un achat d'un appartement, d'un penthouse est possible. Prix d'entrée est de US dollars américains 150 000. Et on n'a pas automatiquement un permis de résidence permanente. Sauf qu'avec un achat de plus de 500 000 $ américains, on peut donc avoir une visa de long séjour de 10 ans. Donc, ça, c'est un peu les différents programmes qu'on peut offrir aujourd'hui. Donc, en fait, pour résumer très rapidement, les principales modalités d'investissement donnent droit à un permis de résidence. C'est ce qui est attaché à l'acquisition du bien. Oui, exactement. Alors, justement, faisons peut-être un petit peu d'histoire et je vais donc demander à Grégory Ardekitine de répondre. On va rentrer dans la partie juridique. Grégory, quel est l'environnement juridique de l'acquisition? Alors, pour comprendre notre système juridique actuel, il faut faire un bond en arrière dans l'histoire, un peu plus loin que 2005, puisqu'il faut comprendre que l'île Maurice était, en 1810, une colonie française, année à partir de laquelle elle est passée sous le contrôle anglais. Mais l'acte de capitulation qui est venu établir le passage de pouvoir a été bien négocié par les Français qui ont réussi à faire que les habitants de l'île conservent leurs us, coutumes, lois et religions.
Et ainsi, le Code civil de 1804, fraîchement promulgué sous Napoléon, s'est appliqué à l'île Maurice et a continué à s'appliquer. Au moment de l'indépendance de l'île en 1968, le nouveau gouvernement républicain qui a pris la relève a décidé de maintenir cet état de choses. Et aujourd'hui, donc, on a un droit civil mauricien qui est extrêmement proche du droit civil français, auquel viennent bien sûr s'ajouter quelques lois d'inspiration anglo-saxonne ou mauricienne de par la pratique qu'il y a eu de ce droit dans le temps. La conséquence de cette histoire est qu'aujourd'hui, en fait, on a, comme en France, un processus d'acquisition de biens immobiliers avec un notaire qui est au cœur du processus d'acquisition. Comme en France, le notaire est, comme on dit, le magistrat de l'amiable. Il est là pour expliquer à chacune des parties ses droits et ses obligations sans prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Il est là pour assurer la sécurité juridique de l'acte. Cette sécurité juridique est d'autant plus assurée que, comme en France, il y a une publication des titres à la conservation des hypothèques qui nous permet de vérifier la validité sur 30 ans, de vérifier l'absence d'inscription d'hypothèques ou autres contre des biens à vendre également, et la présence nouvelle d'un cadastre depuis quelques années qui nous permet de vérifier que le terrain vendu est bien aborné, est bien situé, est bien de la bonne contenance par rapport à un cadastre national qui a été mis en place. Ajoutez à cela, vous avez aussi le fait que les actes sont pour la très grande majorité des cas en langue française. On peut aussi les rédiger en anglais, on le fait depuis récemment avec la présence de beaucoup de clients anglo-saxons. Mais la majorité des actes sont en langue française, donc facile à comprendre. D'ailleurs, sur la base de formulaires d'actes qui sont très, très largement inspirés du droit français, nous avons les juristes classeurs français d'Alloz ou autres desquels on s'inspire. Et pour aller un peu plus dans le type d'acquisition qui est plus à même d'intéresser nos auditeurs aujourd'hui, en matière d'immeubles à construire, nous avons également le même mécanisme en France qui est celui de la VFA, qui se fait en gros en 2 temps, avec dans un premier temps un avant-contrat, où il y a une réservation par le client d'un bien à être construit, une clause de dédit au profit du promoteur qui se réserve la possibilité de ne pas aller de l'avant si le projet n'est pas une réussite, ce qui évite des prises de risques trop fortes du côté des promoteurs. Et durant cette période, un montant en séquestre qui reste sur le nom de l'acquéreur potentiel, sur le compte client du notaire. Donc, il n'est jamais entre les mains du promoteur, donc il est sécurisé. Si l'opération ne va pas de l'avant, le dépôt lui est remboursé sans aucune difficulté. Et la deuxième période, c'est la réalisation du projet elle-même. Et cette réalisation est là encore une fois garantie à 2 niveaux. Au niveau de la garantie de l'achèvement, puisque comme en France, dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement, nous avons l'obligation de fournir une garantie financière d'achèvement pour tous les projets. Enfin, le promoteur a cette obligation qui garantit à tout acquéreur que quoi qu'il arrive, si le promoteur fait défaut de compléter le financement de son projet, la banque doit fournir les fonds nécessaires pour le faire. Donc, un projet qui doit obligatoirement être complété. Et également, depuis peu, puisque suite aux demandes des clients, le législateur s'adapte et propose des sécurités additionnelles, un texte qui a mis en place l'équivalent d'une assurance dommage ouvrage à la française et qui garantit l'acquéreur contre les vices cachés, donc une garantie de 2 ans sur les menus ouvrages et de 10 ans sur le gros œuvre, c'est-à-dire tout ce qui pourrait affecter la structure de l'immeuble. Ok, donc merci Grégory. Ce qui veut dire que à la question l'acquéreur d'un bien sur plan est-il aussi bien protégé qu'en France, on peut sans nul doute répondre oui. Dans mon sens, tout à fait. Merci Grégory. Alors, qui dit acquisition immobilière également dit frais, alors ce qu'on appelle d'ailleurs vulgairement bien souvent en France les frais de notaire, qui malheureusement pour eux ne tombent pas tout intégralement dans leur poche. Il y a là-dedans un certain nombre de taxes, de frais d'enregistrement, etc. Donc, Outil et Grégory, d'ailleurs, l'un ou l'autre, quels sont ces frais d'acquisition à Maurice? Alors, justement, comme dans le slide, donc c'est 5% dans les PDS et les Smart City, ou soit si c'est un cas d'une vente d'un IRS ou un RES. Donc, pour le cas de l'IRS, c'est 70 000 $ américains. Et pour le RES, c'est 25 000 $ américains, soit le 5%, donc on prend le montant qui est le plus élevé.
il n'y a pas les autres frais. Il y a un frais fixe pour le dossier, pour le EDB, qui est environ 400 €, c'est tout. Et puis, je voulais spécifier aussi que pour les frais d'agence, tout ce qui est achat en VFA, donc tout programme que nous avons aujourd'hui en VFA, il n'y a pas de frais d'agence. Donc, le frais d'agence est applicable uniquement quand c'est une vente d'une particulière à une autre particulière. Et puis, peut-être, Grégory, tu veux expliquer les honoraires de notaire plus en détail? Oui, merci aussi. Au niveau des honoraires de notaire, il faut savoir qu'ils sont réglementés par le texte de loi qui régit notre profession, qui est le Notaries Act. Ce texte de loi prévoit un certain montant d'honoraires qu'on peut prendre à titre d'honoraires qui sont perçus dans notre domaine de compétences exclusifs, c'est-à-dire qu'aucun autre homme de loi ne peut exercer, et d'autres montants qui peuvent être réclamés dans le cadre de notre compétence en tant qu'homme de loi et pas en tant que notaire seulement, c'est-à-dire pour des conseils qui auraient pu être donnés par un avocat ou un avoué. Au niveau des ventes en général, les tarifs qui sont pratiqués en général, au niveau d'une vente simple, c'est-à-dire nous on parle ici de revente, je pense qu'en France on avait parlé de vente de l'ancien, on a un barème qui revient plus ou moins à 0,6% du prix de vente pour le genre de transaction qui nous concerne, c'est-à-dire au-delà de 7-8 millions de roupies. Donc 0,6% plus TVA sur ce montant. Quand vous achetez dans un bien immobilier, on parle d'environ 1% plus TVA, c'est-à-dire que dans le cadre d'un projet immobilier, il y a un ensemble d'actes que le notaire rédige pour le projet, règlement de copropriété, les contrats de réservation, l'inscription de privilèges, la main levée de l'inscription de privilèges, à la fin du contrat, le contrat de procès-verbal de livraison. En général, les promoteurs font passer l'ensemble de ces coûts à l'acquéreur et on se retrouve en général à environ 1% plus TVA, en précisant que cela peut varier d'un notaire à l'autre parce qu'il y a une partie de ces actes en parallèle à l'acte de vente lui-même qui est régi par le Notaries Act, dont les honoraires peuvent être librement fixés par les confrères. Merci Grégory. Alors, il est intéressant aussi de savoir qu'à Maurice, lorsqu'on est étranger, français en particulier, et qu'on ne vit pas à Maurice, on peut acquérir un bien immobilier, mais on peut aussi le faire financer. On n'est pas obligé de payer cash. Ça, c'est très intéressant. Et donc, je profite de la présence de Guillaume Pasbec pour lui poser la question, quelles sont les modalités qui sont appliquées pour ces financements. Merci Rémi, bonjour à tous. Donc effectivement, comme on l'a dit, acheter un bien à Maurice a beaucoup de similitudes avec l'acquisition d'un bien en France et je suis plutôt bien placé puisque j'ai moi-même, à un moment donné, en tant que Français résidant en France, acheté un bien à l'île Maurice et j'étais surpris par la facilité notamment d'acquisition, que ce soit auprès des notaires où effectivement les actes sont souvent rédigés en français, les contacts avec les agences immobilières également. Donc, le principe d'un financement à l'île Maurice est très simple. Vous disposez évidemment d'un apport. En général, le montant moyen des apports est autour de 30%. Au niveau de la durée, dépendant de votre âge, vous allez pouvoir avoir un financement entre 10 et 30 ans, évidemment, si vous êtes relativement jeune. En termes de devises, c'est là la particularité. Vous pouvez vous faire financer en devise locale, donc la roupie mauricienne, ou en euros, puisque une grosse partie de nos financements, effectivement, sont en euros ou même en dollars. En termes de l'assurance décès, effectivement, qui est souvent obligatoire en France, elle peut l'être aussi, bien qu'il y a beaucoup de dérogations, notamment l'assurance décès, sachant qu'en termes de garantie, les banques prennent une hypothèque, comme en France, par exemple. On a la possibilité également de faire des lombards. Donc, le lombard, c'est quand on met en garantie votre portefeuille. Donc, par exemple, vous avez un portefeuille type qui est géré par Necker, choisi au hasard. Et à ce moment-là, au niveau, nous, on va calculer ce qu'on appelle une loan to value, c'est-à-dire que le taux de refinancement que peut… Une valeur de gage, en fait. La valeur de gage, voilà, effectivement, la valeur de gage en français, qui, en règle générale, sur les actions, le taux est autour de 50%. Et sur des fonds obligataires, notamment qui sont gérés par Necker, on peut monter jusqu'à 80%. Donc ça, c'est une solution qui est souvent retenue effectivement par l'ensemble de nos clients. On a également la possibilité de faire des
des prêts in fine. Donc là, le prêt in fine, c'est quand vous ne remboursez pas tout de suite le capital, quand on décale le remboursement du capital à une certaine échéance. Donc voilà, toutes les solutions sont possibles. C'est relativement facile de faire financer son bien à l'île Maurice. Et donc, ça permet également de sécuriser votre projet. Parce que quand vous allez demander un financement, bah, évidemment, la banque va également regarder si tout votre projet est bien sécurisé. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question. Merci beaucoup, Guillaume. Comme je le disais en préambule, on va aborder l'aspect juridique. Il est clair que l'aspect juridique, c'est la sécurité des contrats, tel que l'a abordé Grégory tout à l'heure, mais c'est également tout ce qui entoure les lois en matière de succession. Et donc, ma question là s'adresse à Grégory et Aubin. Grégory pour la partie mauricienne, Aubin pour la partie française. Quelle sera la loi applicable à la succession? Là, je parle bien en matière civile. Alors, au niveau du droit international privé mauricien, en fait, on applique toujours la théorie du double critère, c'est-à-dire selon que le bien est un bien meuble ou immeuble. Donc, s'il s'agit de bien meuble, ce sera la loi du dernier domicile du défunt qui s'applique, alors que si c'est un bien immeuble, ce sera la loi du lieu de situation de ce bien. Côté français, il y a un règlement communautaire qui est entré en vigueur en août 2015 qui prévoit que la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, donc par hypothèse la France, s'appliquera à la succession. D'accord, merci beaucoup. Juste avant de passer à la slide suivante, je reviens un petit peu en arrière sur le financement. Si tu le permets, Guillaume, on n'a pas parlé de taux d'intérêt parce qu'évidemment, c'est difficile de parler de taux d'intérêt d'un point de vue précis. Néanmoins, sachez que, comme l'a dit Guillaume, il est possible d'emprunter en roupies, il est possible d'emprunter en euros, il est possible d'emprunter en dollars et le taux applicable à cet emprunt sera variable en fonction de la devise que vous choisissez parce que, bien évidemment, les taux en dollars ne sont pas les taux en euros et ne sont pas les taux en roupies. Donc, voilà, après, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, si vous avez un projet, bien sûr, la banque répondra à vos questions. Si tu me permets, Rémi, juste une petite précision, oui. Notamment comme on parle des taux. C'est vrai qu'en France, on a souvent l'habitude de faire financer ces acquisitions en taux fixe. La pratique à Maurice, c'est qu'on est sur des taux variables, donc qui sont indexés sur le Libor ou le Ribor. C'est une petite particularité mauricienne. Et qui, de toute façon, ne sont pas prêts de monter, donc… Il y a pas même pour certains, comme le Libor Euro qui est à moins 50 aujourd'hui, moins 0,50. Alors, on revient donc à notre problématique juridique en matière de succession. Donc, en image, ça donne quoi, Aubin? Alors, en image, ça donne quoi? Si vous achetez le bien immobilier en direct, eh bien, Maurice appliquera la loi successorale mauricienne, loi du lieu de situation du bien. Alors que si vous achetez via une société, vous ne détenez plus un bien immobilier, mais des parts de société, ce qui veut dire que c'est un bien meuble. Donc, Maurice appliquera la loi du dernier domicile, donc par hypothèse la loi française, et la France acceptera sa compétence puisqu'elle appliquera la loi de la dernière résidence habituelle. Très bien, merci Aubin. Alors, ma question, elle est complémentaire à ta précédente présentation. Quel est l'enjeu, en fait, de l'application de la loi applicable, en l'occurrence? C'est-à-dire que… l'enjeu, vous l'aurez compris, c'est qu'en quelque sorte, vous avez le choix sur la loi qui sera applicable à la succession du bien, selon que vous l'achetez en direct ou via une société. Donc, ça veut dire qu'il faut comparer le contenu de la loi successorale mauricienne et le contenu de la loi successorale française et en quelque sorte faire le choix de celle qui correspond mieux à vos objectifs. Peut-être une question complémentaire pour Grégory. Grégory, y a-t-il cette notion de réserve héréditaire en droit mauricien? Oui, tout à fait. On avait dit au départ que le droit français et le droit mauricien au niveau civil se ressemblent beaucoup, mais bien sûr, il faut faire attention aux petites différences qu'il peut y avoir, qui peuvent avoir des grandes conséquences, notamment en ce qui s'agit de la réserve héréditaire. Elle est la même en présence d'enfants, c'est-à-dire que si vous avez un enfant, c'est la réserve est de moitié, 2 enfants, la réserve est de 2 tiers, et 3 enfants et plus de 3 quarts. Par contre, à l'île Maurice, en l'absence de descendants indirects et de conjoints survivants,
il y a une réserve au profit des ascendants qui est d'un cas par ligne. Donc, en effet, effectivement, la réserve des enfants ne sera pas un critère de choix, puisqu'elle est exactement la même en fonction du nombre d'enfants. Ce qui peut l'être, effectivement, c'est la réserve des ascendants, pardon, puisque les ascendants ne sont plus réservataires en droit français. Une question, donc, une autre question qui s'adresse toujours à nos juristes mauriciens et français. Les droits du conjoint survivant sont-ils différents entre le droit français et le droit mauricien, justement? Oui, alors là, il y a une différence majeure puisque les droits du conjoint survivant, les deux législateurs ont entendu essayer dans le temps d'améliorer la condition du conjoint survivant, mais ils n'ont pas choisi les mêmes solutions. En droit mauricien, le conjoint survivant, de notre côté, il hérite au même titre qu'un enfant. Donc, s'il y a un enfant, il y a la moitié. Et s'il y a 2 enfants, il y a un tiers. Donc, mais par contre, il n'est pas héritier réservataire, c'est-à-dire qu'il pourrait être déshérité par son conjoint. Donc, côté français, on a effectivement une philosophie différente parce que le conjoint survivant, il va avoir le choix entre un quart en pleine propriété ou l'usufruit de la succession sous réserve qu'il n'y ait que des enfants communs. S'il n'y a pas que des enfants communs, il est toujours possible de laisser de l'usufruit au conjoint survivant par testament ou donation entre époux. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure, c'est que effectivement, en droit mauricien, le conjoint survivant reçoit de la pleine propriété et pas de l'usufruit. Alors, si je peux, Rémi, si je peux ajouter un petit commentaire. Je n'ai pas développé cette partie-là parce qu'on envisage ici un Français résident en France, mais le conjoint survivant, l'île Maurice, même s'il est déshérité, il bénéficiera toujours de l'usufruit du logement principal de la famille si jamais sa succession était régie par le droit mauricien. Précision utile. Donc, en fait, si je décide d'acheter un bien à l'île Maurice, je suis français, je décide d'acheter un bien immobilier à l'île Maurice, quelle est la solution pour protéger au mieux mon conjoint survivant, justement? Alors, une première solution par société, ce serait de créer une société mauricienne. Ça aurait pour conséquence de changer la nature du bien acquis. L'acquéreur n'est plus propriétaire d'un bien immobilier, mais des parts dans une société, donc de biens meubles qui sont régis par la loi française. Ou alors, il peut réaliser une donation aux enfants de la nue propriété du bien immobilier en s'en réservant l'usufruit pour lui-même et son conjoint jusqu'au jour du décès du dernier d'entre eux. Donc, côté français, moi aussi, je commande ces 2 solutions. Donc, la première, la constitution d'une société. C'est une bonne solution sur le plan civil parce qu'elle permet d'avoir l'application de la loi successorale française et donc de laisser l'usufruit sur les parts de la société. Après, on verra que sur le plan fiscal, c'est bien souvent pas la meilleure option. Alors, quant à la donation, c'est aussi une bonne solution sur le plan civil. Côté fiscal, elle a pour inconvénient que le donateur étant résident de France, c'est une donation qui est taxable en France. Il faudra un notaire mauricien parce qu'il va falloir publier la donation à Maurice. Et cette donation, elle devra être enregistrée dans un délai de 3 mois en France et payer les droits correspondants. Alors, juste peut-être avant de poursuivre, j'ai vu passer déjà 2-3 questions. Je rappelle peut-être pour ceux qui n'étaient pas là tout début de la présentation qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent, donc on ne peut pas répondre en direct à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à les poser par mail à la fin de la présentation à nos intervenants qui se feront un plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Je reviens donc à notre présentation. On va commenter en fait 3 types d'acquisition, comme je vous disais, 3 modalités d'acquisition: l'acquisition en direct, l'acquisition par une société commerciale et l'acquisition par une société civile immobilière. Donc, qui sont des modes d'acquisition assez classiques qu'on connaît même en France. Pourquoi n'a-t-on pas envisagé, par exemple, ma question s'adresse à Aubin, d'utiliser des modes d'acquisition un peu plus exotiques? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas appropriés dans un environnement français. Donc, trust, fondation ou société exotique ne vont pas fonctionner dans un environnement fiscal français, donc on les a évidemment écartés. Ok. Peut-être une précision pour Grégory, quel que soit le mode d'acquisition, on parlait tout à l'heure avec Outil des différents modes d'acquisition et des permis surtout, qui étaient des permis de résidence qui étaient attachés à l'acquisition immobilière.
ces permis de résidence sont-ils attachés à l'acquisition immobilière, quel que soit le mode d'acquisition, que ce soit en direct ou via des sociétés? Oui, en fait, on peut dire qu'en fait, le permis il est attaché au bien qui a été acquis. À partir du moment où on n'est plus propriétaire du bien, on n'a plus le permis de résidence qui va avec. Par contre, il y a un intérêt, ici, avant de voir les considérations qu'Aubin va évoquer plus tard, il y a un intérêt au niveau de l'obtention du permis de résident, de l'acheter sous le nom d'une personne morale, compagnie ou société, si on envisage de pouvoir le transférer, par exemple, à ses enfants dans le futur. C'est-à-dire que si j'achète aujourd'hui un bien immobilier en mon nom personnel et que je veux, parce que je ne souhaite plus désormais être résident à l'île Maurice, se transférer sous le nom de mon enfant qui, lui, souhaite venir s'y établir, il faudrait que je fasse une demande de permis d'autorisation auprès des autorités, paye les frais de notaire pour pouvoir transférer le bien à mon enfant qui alors pourra bénéficier du permis de résident. En précisant qu'il n'y a pas de droit de mutation, par exemple, par contre, sur les mutations d'ascendant à descendant à Maurice, il y a quand même des frais qui vont avec et un délai. Alors que si on achète sous une société ou une compagnie, il suffit que les enfants soient des associés ou actionnaires de cette société ou compagnie pour qu'on puisse, le gérant ou les directeurs de la personne morale concernée puissent décider et informer le BOI que désormais, le nouveau détenteur principal du permis de résidence est X ou Y, actionnaire ou associé. Donc, une formule simplifiée pour changer le permis de résidence de tête. Alors, on a parlé des successions avec éventuellement les droits qui s'y attachent, mais lorsqu'on achète un bien à l'île Maurice, on peut aussi l'acheter d'abord pour son usage personnel, ce qui est bien souvent le cas, mais on peut aussi l'acheter avec un objectif d'investisseur, c'est-à-dire avec la volonté de le louer et de percevoir des loyers. Alors, en ce qui concerne la taxation à Maurice des revenus locatifs, il faut savoir que les revenus sont taxés à hauteur de 15%, jusqu'à 3 millions de roupies. 3 millions de roupies par an. 3 millions de roupies, ça fait à peu près 65 000 euros, ce qui veut dire que jusqu'à des loyers mensuels d'environ 5 500 euros, la taxation applicable à l'île Maurice est de 15%. Au-delà, c'est un petit peu plus élevé, mais on est déjà là dans un niveau dans un montant de loyer mensuel qui est déjà relativement important. Ça, c'est pour l'île Maurice. Alors, Aubin, quel est l'aspect français? Comment la France va traiter l'imposition de ces revenus locatifs perçus à l'île Maurice? À côté français, en fait, la convention fiscale, en application de la convention fiscale, les revenus locatifs sont exonérés en France. Donc, ils seront néanmoins déclarés en France, parce qu'en fait, ils vont avoir un impact sur le taux de taxation des autres revenus. Donc, ils ne vont pas être eux-mêmes taxables, mais ils vont faire monter les autres revenus dans les tranches. C'est ce qu'on appelle la règle du taux effectif de taxation. Ce qu'on peut constater en conséquence, c'est que la fiscalité des revenus locatifs de source mauricienne est particulièrement intéressante parce que, comme vient de le dire Rémi, on sera généralement à 15% pour les personnes fortement taxées en France. Et on rappelle, le taux maximum de taxation, il peut être de 66,2% hors déductible, donc une énorme différence. Donc, des revenus locatifs particulièrement attractifs sous l'angle de la fiscalité. Alors, on a parlé de la taxation des revenus. Parlons maintenant de ce nouvel impôt sur la fortune, puisque vous savez qu'en France, l'impôt sur la fortune a disparu, mais a été remplacé, mais il n'a pas complètement disparu, il a été remplacé par l'impôt, par l'IFI, qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, d'abord, ma question s'adresse là aussi à Aubin. Le bien acquis à l'île Maurice entre-t-il, en fait, dans l'assiette de l'IFI pour un résident de France? Donc, en préalable, on peut rappeler qu'il n'y a évidemment pas d'IFI à Maurice. Alors, côté français, le principe, c'est que les résidents de France, ils sont taxables à l'IFI sur leurs actifs mondiaux, sous réserve des conventions fiscales internationales. Donc, il y en a une entre la France et Maurice. Et il faut se demander si la convention fiscale couvre l'IFI. Donc, certains auteurs français prestigieux se sont en effet interrogés sur ce point. Dans ses commentaires, l'administration a dit que, par principe, les conventions fiscales s'appliquaient à l'IFI sous réserve de la rédaction de chaque convention. Ce que dit la convention, c'est qu'elle couvre l'impôt sur la fortune et l'impôt sur des éléments de fortune. Donc, je crois qu'on peut raisonnablement penser que la convention s'applique à l'IFI.
Et si c'est effectivement le cas, donc la France n'a pas le droit de taxer le bien à l'IFI en France. Alors, il faut néanmoins se poser une question, c'est quel est l'impact de la Convention multilatérale anti-BEPS? Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? C'est une convention internationale, en fait, dont l'objet est de combattre des schémas d'évasion. Et il faut se demander si, compte tenu de cette convention, il est toujours possible de bénéficier d'une double exonération, c'est-à-dire pas d'IFI à Maurice, pas d'IFI en France. Alors, il me semble que l'exonération d'IFI, c'est la simple conséquence de l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on mette en place un schéma. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces règles, elles sont récentes, qu'elles s'appliquent à la convention entre la France et Maurice depuis le 1er février 2020. Donc, on n'a pas de recul, on ne sait pas comment les juges interpréteront ces règles. Donc, affaire à suivre. Merci Aubin. Alors, on a donc regardé l'aspect successoral, on a regardé l'aspect des revenus. Maintenant, il reste les taxes à la revente, qui peuvent être des plus-values ou sous autre forme. Donc, Grégory, peut-être la question s'adresse à toi. Quelle est la taxation qui est prévue à Maurice lors de la revente? Alors là, la taxation pour tous les biens à venir dans les PDS et Smart Cities, etc., dans le cadre actuel de la législation, est à 5% sur le prix de vente. Or, c'est un régime particulier dans le cas des IRS et RES qu'Outi évoqué plus tôt, où sur la revente, il y a un choix entre une taxe forfaitaire ou les 5%, la taxe la plus haute s'appliquant. Côté français, c'est assez simple parce que la France ne peut pas taxer en application de la Convention la plus-value de revente. Très bien. Alors donc, question maintenant, on revient sur les donations et les successions, mais là non plus d'un point de vue civil, mais d'un point de vue fiscal. Le bien subira-t-il des droits de donation ou de succession en France, tout simplement? Alors, il y aura effectivement, lorsque le donateur ou le défunt résident de France, on taxe les biens mondiaux, donc en ceux compris un bien immobilier situé à Maurice. Donc oui, droit de donation et droit de succession en France. La convention ne prévoit pas ces cas ou c'est le cas général? Je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas de convention en matière de droit de donation et de succession entre la France et Maurice. Ok, merci bien. Donc en synthèse, ça donne quoi pour l'acquisition en direct? On peut regarder le tableau, hein, beaucoup de vert, peu de rouge. Exonération des revenus locatifs, exonération d'IFI, exonération de la plus-value, mais droit de succession. Donc, c'est un scénario qui est simple, qui est favorable sur le plan fiscal. Ça sera probablement la solution à privilégier dans la plupart des cas. S'il s'agit d'acheter une villa, une résidence secondaire qui sera louée ponctuellement pour payer les charges, c'est une bonne option. Son inconvénient, on l'a déjà évoqué, c'est que c'est la loi successorale mauricienne, donc là sur le plan civil, qui s'appliquera. Très bien, donc après avoir balayé les différentes possibilités, les différentes options en matière de détention en direct, regardons un petit peu ce qui se passe si on détient le bien au travers d'une compagnie. Donc, je rappelle, c'est une société commerciale. Alors, la taxation à Maurice pour les revenus locatifs, c'est la taxation classique des revenus des bénéfices de la société. Donc, c'est 15%. Et puis, il y a eu 2% de plus additionnel, qui est une taxe de solidarité depuis cette année, Covid oblige. Donc, ça porte la taxation à 17%. S'agissant donc de la détention par une société. Aubin, au niveau français, quels sont les impacts les impacts fiscaux pour ce type de détention? En fait, quand on fait face à une société étrangère, il faut la qualifier au regard de critères français. Donc, une compagnie, c'est une limited by shares, donc je pense qu'on peut l'assimiler à une SARL. Donc, si elle a plusieurs associés, elle sera opaque, ça veut dire qu'elle sera assimilée à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Et donc, la France ne taxera qu'en cas de distribution de dividendes. Une petite précision, si elle a un seul associé, là, elle sera assimilée à une ERL de droit français. Et là, pour le coup, elle sera regardée en transparence. On a d'ailleurs de la jurisprudence, alors pas dans un contexte franco-mauricien, mais la jurisprudence du Conseil d'État à propos de URL espagnols. Donc, en cas de distribution de dividendes, ils seront taxés au PFU, la flat tax à 30% en France, avec il n'y aura pas de retenue à la source à Maurice, et un crédit d'impôt forfaitaire de 25% qui sera déduit des 30% payables en France. Alors, une petite précision, attention, il faut que la société soit bien une société résidente
à Maurice au sens de la Convention. Alors, l'IFI, dans ce cas-là? Alors, la question des sociétés immobilières et des sociétés à prépondérance immobilière, c'est une question extrêmement complexe en fiscalité française. Déjà, il y a plusieurs définitions en fonction des impôts. On a pu constater récemment que le Conseil d'État et Cour de cassation n'étaient pas nécessairement d'accord sur l'interprétation des textes. Donc aujourd'hui, ça a semé le trouble chez les conseils. On marche un peu sur des œufs avec ces notions. Que dit la Convention fiscale? Elle prévoit que l'action, part ou participation dans une société ou une personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un État, donc l'île Maurice, qui selon la législation de cet État, donc toujours l'île Maurice, sont soumis au même régime fiscal que les biens immobiliers, sont imposables dans cet État, l'île Maurice. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il faut souligner que cette disposition, elle a probablement été plutôt introduite pour permettre à la France de taxer des parts de sociétés françaises qui seraient détenues par un Mauricien, qu'elle visait probablement pas l'inverse, la situation inverse d'un Français qui détiendrait les parts d'une société à Maurice. Moi, mon point de vue, c'est que l'administration française considérera probablement que les parts sont taxables en France, donc IFI, pas d'exonération. À charge pour le contribuable de démontrer l'inverse et qu'en fait, elles sont soumises au même régime fiscal que des biens immobiliers à Maurice. Alors déjà, au regard de quel impôt? Il n'y a pas d'IFI à Maurice, donc peut-être au regard d'autres impôts, mais ça de toute façon m'a pas l'air d'être le cas. Donc ça serait une position contentieuse qui me paraît difficile à défendre. Donc mon point de vue, c'est que les parts seront taxables à l'IFI. Pardonnez-moi pour ces développements un peu techniques, mais ça vous permet d'avoir tout le raisonnement. La question appelait un peu de technicité. Grégory, lors de la revente, donc toujours pareil, on détient via une compagnie. Tout à l'heure, on a vu ce que ça donnait pour une détention en direct via une compagnie. Dans quelle sauce on est mangé à la revente? La réponse sera la même. Il n'y a pas de distinction fiscale selon que la personne qui est propriétaire est une personne morale ou physique. Ce sera toujours les mêmes taxes qui s'appliquent. En côté français, c'est le même raisonnement que pour les revenus locatifs. Donc, on regarde s'il y a pluralité d'actionnaires ou pas, taxation sur la distribution de dividendes avec un crédit d'impôt forfaitaire. Alors, et maintenant pour les successions? Voilà, pas de débat, droit de succession ou de donation sur la valeur des parts en France. Alors, la synthèse, on l'a sous les yeux, là. Il y a un peu moins de vert et un peu plus de rouge. Oui, effectivement, c'est une option qui est moins favorable parce qu'on perdrait le bénéfice de l'exonération d'IFI. Je dirais que c'est une option qu'il faut, à mon avis, réserver et qu'il faut regarder au cas par cas, plutôt pour un investisseur locatif avec un fort effet de levier. Mais sinon, dans la plupart des cas, une acquisition en direct sera souvent une bien meilleure option. Alors, vient une SCI maintenant, donc une société civile. Dans la taxation à Maurice et revenus locatifs, on est toujours dans les 15%, donc ça ne change pas grand-chose. Grégory, s'agissant donc de la SCI mauricienne, est-ce que cette dernière peut être assimilée à une SCI française? C'est pour moi ça. Ah bah désolé, Aubin, c'est nul. Tu peux répondre. En fait, il faut se poser la question. Alors là, on va avoir une deuxième partie un peu technique et je vous prie de m'en excuser par avance. Mais en fait, il faut se poser la question de est-ce qu'on peut assimiler une SCI mauricienne à une SCI française? Alors, une SCI mauricienne, elle a une responsabilité illimitée. Donc, en fait, il faut la qualifier au regard des critères français. Elle a une responsabilité illimitée et conjointe. Donc, il me semble que d'un point de vue fiscal, on peut l'assimiler effectivement à une SCI française. Alors après, il faut distinguer deux cas. Soit le bien est détenu par la soit le bien détenu par la société n'est pas loué ou il est loué nu. Et dans ce cas-là, on va assimiler la société, on va la considérer comme translucide ou semi-transparente comme une SCI française. Donc là, j'emploie encore des termes un peu barbares. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que sur le plan fiscal, la société civile, elle va avoir une existence, une personnalité morale, mais que les revenus seront taxés entre les mains de ses associés. Donc ça va fonctionner exactement comme une SCI française. Si le bien est loué meublé, qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut regarder ce qui se passerait en France. Et une SCI française qui louerait un bien immobilier meublé, elle serait soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc ça veut dire qu'une SCI mauricienne qui louerait un bien meublé, elle serait considérée opaque, c'est-à-dire elle serait assimilée à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, bien que ça ne soit pas le cas à Maurice. Ça va être l'analyse française. Donc là, vous voyez un peu le casse-tête que ça peut être. Après, il faut se poser la question de l'application de la convention fiscale.
qu'on a vu dans la première partie comme étant particulièrement favorable. La question du traitement fiscal des sociétés de personnes étrangères dans un environnement international et en fiscalité française est extrêmement complexe. En fait, il faut se demander si on peut regarder la SCI mauricienne en pure transparence, ça veut dire faire comme si elle n'était pas là, comme si en fait la personne détenait le bien immobilier en direct. Ce qu'on a pu constater, c'est que l'administration française admettait plus facilement de traiter une société de personnes étrangères en pure transparence à propos de revenus d'activité professionnelle, mais qu'elle l'admettait plus difficilement pour des revenus patrimoniaux. Donc, ça veut dire que si le bien est loué nu, il n'est pas évident que l'administration en fait, accepte d'appliquer la convention fiscale et de vous faire bénéficier d'exonération sur les revenus locatifs. Et même s'il était meublé, il n'est pas sûr non plus qu'elle accepte de le traiter comme une société soumise à l'impôt sur les sociétés pour l'application de la convention. Et donc, pour conclure cette partie un peu technique, ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, l'utilisation d'une SCI mauricienne, qui pourrait paraître simple à première vue, parce que c'est un véhicule qu'on connaît, en fait, va entraîner des incertitudes juridiques qu'on n'aurait pas avec une détention en direct. Très bien, donc je ne t'excuse pas, Aubin, quand on parle de fiscalité française, c'est forcément un peu technique. Parlons de l'IFI maintenant, pour terminer. L'IFI, très rapidement, c'est le même débat que pour la compagnie. À mon sens, il va être difficile de bénéficier d'une exonération d'IFI et on subira une taxation en France. D'accord. Grégory, du point de vue de la revente, dans le cas d'une SCI, même chose que pour une compagnie et même chose que pour un individuel, 5% sur la revente, sauf les régimes spéciaux mentionnés précédemment. Côté français, pardon, j'ai devancé ta question. Côté français, toujours la même interrogation sur l'application de la convention et la possibilité de bénéficier de l'exonération, donc une nouvelle incertitude juridique. Tu gardes la parole, Aubin, les droits de succession. Les droits de succession payables en France, quel que soit le mode de détention. Alors là, beaucoup de rouge dans la synthèse. Clairement, la SCI ne semble pas être le véhicule adapté pour l'acquisition d'un bien immobilier à Maurice par un Français. Alors en effet, il y a beaucoup de rouge parce que, a priori, perte du bénéfice de l'exonération d'IFI, des incertitudes juridiques. Comme je le disais, effectivement, le traitement des sociétés de personnes étrangères en droit français, il y a beaucoup de questions mal résolues. Donc, ça crée une complexité juridique inutile, de mon point de vue. Donc, en tout cas, des trois solutions, c'est probablement, en tout cas de manière certaine, la solution à écarter. Je crois qu'on ne se trompe pas beaucoup si on dit que la meilleure des solutions est la plus simple, comme bien souvent d'ailleurs, c'est-à-dire l'acquisition en direct. Oui, ça me paraît assez clair, d'autant qu'il faut en plus mettre dans la balance le fait que vous allez en plus de ça économiser les frais de structure. Bien, on s'approche de la fin de cette présentation, donc idéalement faire une petite synthèse en conclusion, et je m'adresse là encore une fois à Grégory et Aubin, quels sont les points d'attention principaux à retenir de cette présentation? Alors, à retenir, c'est que les acquisitions immobilières par les étrangers sont soumises à autorisation. Donc, il est possible d'acquérir par l'étranger, mais attention, il faut avoir une autorisation. Certaines acquisitions permettent de bénéficier d'un permis de résidence. Nous évoluons d'un droit immobilier qui est très rassurant pour les Français, car très proche du système français. Le droit successoral mauricien laisse aux conjoints survivants des droits en pleine propriété, alors que le droit français permet de laisser l'usufruit aux conjoints. Et la création d'une société va permettre d'obtenir l'application de la loi successorale française, mais fiscalement, c'est une option qui paraît moins favorable. Donc, une détention en direct permet de bénéficier d'une exonération en France des revenus, de la fortune et de la plus-value. Donc, plus c'est simple, mieux c'est, auquel s'ajoute l'économie de frais de structure. Néanmoins, la convention fiscale ne sera peut-être pas pérenne, donc ça ne doit pas être la principale motivation de l'acquisition d'un bien à Maurice. Si une société était néanmoins utilisée, attention à sa qualification en France, ça crée une complexité juridique inutile. La taxation des revenus locatifs à Maurice est favorable, puisqu'on l'a dit, dans la plupart des cas, on parlera de 15% par rapport à un taux bien plus élevé en France. Le mode de détention est neutre sous l'angle des droits de succession. Dans tous les scénarios, il y aura des droits de succession en France.
Donc, on peut conclure qu'une détention indirecte est bien souvent la meilleure solution sur le plan fiscal. Elle a pour inconvénient que c'est la loi successorale mauricienne qui s'appliquera avec des droits du conjoint en pleine propriété. Ça peut être contourné par une donation avec réserve d'usufruit et réversion au profit du conjoint, donation qui subira néanmoins une fiscalité en France. Merci, merci madame, merci messieurs. Alors, je crois qu'en résumé et en conclusion, on peut juste dire que l'acquisition par un Français d'un bien immobilier à l'île Maurice en fait, se rapproche vraiment beaucoup de l'acquisition d'un bien immobilier en France, tant par la présence du notaire que par la législation civile, que par le type d'acte que l'on passe, le type de financement aussi. Tout ça est vraiment très proche, donc on se sent très vite chez soi à l'île Maurice quand on est français. À entendre Grégory, on sait aussi que la langue française est très largement utilisée ici, même si tout le monde est bilingue ici, mais tout le monde parle très très bien français, ce qui est très agréable aussi pour un Français, il faut le dire. Je terminerai justement en vous parlant très vite des différents webinaires que nous avons déjà organisés sous l'autorité d'Aubin. Il y en a un premier qui était consacré aux successions des Français résidant à l'île Maurice. Vous avez eu un petit aperçu là lors de cette présentation, mais là il est beaucoup plus complet. On a parlé aussi des successions franco-suisses, des successions à Monaco, qui concernent aussi les Français, les Monégasques et les Italiens. Et toutes ces présentations, vous pouvez les retrouver sur le site d'Avacor, www.ava-corp.ch. Pour ceux qui ont un intérêt. Et je terminerai en disant donc que le replay de cette présentation sera évidemment disponible sur le site d'Avacor, même si dès demain il vous sera envoyé à vous tous, puisque vous êtes inscrits. Donc, il me reste à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter une excellente après-midi. Voilà, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci à tous.